Bonjour et bienvenue dans cette première session de Cellules de crise où je vous invite à me poser toutes vos questions sur les marchés actuels, la méthodologie, des questions que vous pouvez vous poser d'ordre peut-être plus général, peu importe quelles questions vous avez en tête, c'est l'occasion ou jamais de la poser. Voilà. Alors un certain nombre d'entre vous m'ont déjà posé des questions en avance, et donc c'est celle-ci que je commence aujourd'hui à traiter. Alors, commençons tout de suite par le début, à savoir un peu d'intendance. Évidemment, je ne formule pas de conseils, les avis exprimés sont tout à fait personnels, ce ne sont pas des recommandations, et il s'agit principalement de contenus à visée éducative. Quand je dis principalement, c'est un euphémisme. Teens, clairement, n'est pas un service de copy trading. N'essayez pas de copier ce que je fais. D'abord parce que cela ne vous apprendrait absolument rien. Et ensuite, vous ne pourrez pas répéter le processus tant que vous ne l'aurez pas appris vous-même et maîtrisé vous-même. Pour l'instant, euh, vous n'avez pas forcément suivi le processus si vous regardez cette vidéo. Bien, évidemment, la bonne humeur est bienvenue et la politesse est Alerte obligatoire. déclenchée. Et toute reproduction totale ou partielle est interdite, sous peine évidemment de poursuite. Ceux qui ne respectent pas ces règles seront sortis de la salle et bannis. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. On verra principalement 4 sujets. Le premier, c'est le moindre des choses que je me présente. Ensuite, quelques questions macroéconomie, puis quelques questions sur des actions, et enfin les autres questions. Première question, qui suis-je? Eh bien, je m'appelle François Gerbert, je suis alsacien, j'ai fait mes études à l'ESSEC, j'ai fait des fusions-acquisitions à Francfort en Allemagne, puis du capital risque chez Turenne Capital à Paris. Ensuite, j'ai fondé et dirigé une société de gestion de portefeuille qui s'appelle Vatel Capital à Paris. J'ai été gérant de fonds pendant à peu près 10 ans, là encore. Je suis désormais gérant pour compte propre, donc je gère mon propre argent au travers d'une société dédiée et je forme accessoirement un certain nombre de personnes qui veulent progresser dans leur gestion de portefeuille. Je suis président de Vatel Direct, qui est une grosse plateforme de financement participatif en France, qui est spécialisée dans l'émission d'obligations d'entreprise de type PME, obligations qui ont une caractéristique, c'est d'être amorties mensuellement. Je suis également administrateur ou président du CS de 2 sociétés dans les ENR, les énergies renouvelables, et une dans la post-production audiovisuelle, qui est le numéro 2 européen de la post-production audiovisuelle. Je suis trésorier de l'Académie libre des sciences humaines, qui est un MOOC, donc une université en ligne gratuite, spécialisée dans les sciences humaines, le droit, l'économie. Et vous pouvez trouver mon track record de gérant en allant sur morningstar.fr. Morningstar est une agence de notation de fonds. Euh, il suffit de taper Vatel, choisir Vatel Flexible. Le plus long historique que vous trouverez, c'est celui sur Vatel Flexible par I. Enfin, je poste régulièrement mes trades sur le groupe Facebook privé Teens Hedging Club, qui est, on va dire, le groupe dans lequel j'essaie de répondre aux questions de gens qui ne sont pas encore dans le programme Teens, mais qui s'intéressent à la méthodologie. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé Teens? J'ai formé plusieurs centaines de professionnels de la finance depuis 10 ans, dans un contexte clairement institutionnel. Euh, donc je suis très sensible à la question de la formation, notamment financière. Et il se trouve qu'en décembre 2019, je devais faire un point spécifique sur la couverture de portefeuille lors d'un séminaire organisé à Deauville. Alors malheureusement, il y avait des grèves de train en France et je n'ai pas pu y aller. L'événement a été reporté. Mais le début mars, j'ai fini par effectivement tenir ce rendez-vous. Ce séminaire où je peux vous dire que le crash ayant déjà commencé depuis quelques jours, ça a été la tension que j'ai eue était particulièrement
particulièrement forte et j'espère que dans le cadre qui était accordé ce jour-là, je pense que j'ai pu au moins diminuer voire sauver certains épargnants et certains conseillers d'épargnants, puisque ce sont des conseillers en gestion de fortune qui étaient présents ce jour-là. Le 19 février, donc début du crash, comme je l'ai indiqué, le creux du marché a eu lieu le 23 mars 2020 et le retour officiel de la croissance du PIB a été acté, visible à partir du mois de juillet 2020 au niveau mondial. En septembre 2020, je me rends compte que le web est peuplé d'amateurs, pour parler gentiment, qui se prennent souvent pour des formateurs. Là, je me suis dit, il faut que ce marché ait dans son sein des gens qui viennent du monde institutionnel, qui ont fait leurs preuves, qui ont connu les cracks, qui ont connu les crises, qui ont dû rendre des comptes. Et donc j'ai décidé de créer Teens avec l'ambition d'aider les épargnants pour faire croître leur patrimoine quoi qu'il arrive sur le marché et sans prendre un risque excessif. Passons directement aux questions macro. Alors, la croissance est-elle terminée? La réponse est claire et nette. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un énorme rattrapage que la croissance est terminée. Vous avez là, à droite, un extrait de mon propre, je l'appelle le macroscope, de mon propre tableau de bord macroéconomique. Donc là, on est à peu près on est plutôt sur des indicateurs de fin juillet. Certains indicateurs datent de début août, mais enfin, c'est pas la règle. Clairement, l'économie mondiale est toujours en phase de croissance et dans l'industrie et dans les services, clairement, la croissance est plutôt en phase d'accélération. Aux États-Unis, on est toujours en phase d'accélération, même si l'industrie croît un tout petit peu moins vite. Par contre, les services, eux, sont en plein rattrapage également. Alors, très clairement, dans les secteurs qui sont les plus dynamiques aux États-Unis, vous avez assez logiquement le mobilier, tous les produits qui sont relatifs au mobilier, de l'équipement de la maison. Pourquoi? C'est très simple, vous avez eu une explosion de la demande dans le domaine de la construction et du logement, et donc quand on arrive, une fois que la maison a eu son permis de construire, qu'elle est construite, que les finitions sont terminées, et ben on va tout simplement la remplir avec du mobilier. C'est assez logique. Art, loisirs, en général, là aussi c'est très dynamique, c'est lié à la réouverture, hein, c'est logique. Computer and Electronic Products, c'est toujours dans une logique d'équipement et d'investissement. Le négoce de gros également, qui montre des signes de très forte croissance. Les produits liés à l'impression et les services support. Clairement, là aussi, on est dans les secteurs les plus dynamiques. Ce qui est un petit peu moins dynamique, ça va être les produits liés au bois. Vous l'avez là dans le bas du tableau. Les apparel, c'est tout simplement les fringues, hein, les produits à base de cuir, les métaux primaires. Mais quand je dis moins dynamique, ça ne veut pas dire récession, hein. On est toujours dans une zone de croissance. Dans les services, vous allez avoir plutôt les mines, l'agriculture, la forêt et la construction. Là encore, on était à un tel niveau de dynamisme sur la plupart de ces secteurs que c'est assez logique que ça se calme. Mais on est toujours globalement quand même dans une zone très forte de croissance. En termes de pays, sur l'industrie, les pays les plus dynamiques, ça va être clairement l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume-Uni, la zone euro au sens large et l'Australie, si l'Australie veut bien arrêter avec ses lockdowns à répétition. Et en termes de services, ça va être les États-Unis, l'Irlande, l'Espagne, le Royaume-Uni encore, et la zone euro encore. Les pays les plus pénalisés, bottom 5 countries, vous l'avez là en bas, ça va être la Russie, le Mexique pour l'industrie, l'Inde, le Japon, la Chine, clairement. Alors, vous allez peut-être être étonné de voir que la Chine en fait partie, mais le fait est que
Depuis le début de l'année 2021, les indicateurs avancés et coïncidents confirment que c'est pas là que le dynamisme est le plus fort. Voilà pour la question de la croissance était terminée. Pour l'instant, rien ne laisse envisager que ce soit le cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de correction de marché, ça veut simplement dire que il n'y a pas de gros nuages noirs pour l'instant sur l'économie mondiale. Sauf que, vous allez me dire, il y a de l'inflation. Alors ça, c'est un vrai sujet qui se voit dans les indicateurs depuis, allez, si on est conservateur, depuis fin 2020. Si on regarde vraiment les chiffres en détail, on se rend compte que les prix à la production ont commencé à remonter fortement dès l'été 2020. Donc jusqu'où elle va aller, on n'en sait rien. Et par contre, clairement, il n'y a aucun signe d'inflexion de la tendance. Okay, donc il n'y a pratiquement aucune chance que les taux d'intérêt effectivement baissent. Les taux d'intérêt réels sont plutôt encore en phase d'augmentation, même si ça s'est calmé un tout petit peu récemment. Voilà pour la macro. Ah non, pardon, je n'ai pas terminé avec la macro. La Chine va-t-elle continuer son boom? Vous voyez, les indicateurs avancés qui sont là sont plutôt, sans être moroses, ils ne sont pas extraordinaires. En termes global, on est plutôt sur une tendance d'augmentation plus lente du PIB, aussi bien sur l'industrie que sur les services. Fait intéressant quand même, les indicateurs nous disent que les nouvelles commandes à l'exportation sont plutôt en phase de contraction. Okay. Est-ce que c'est un signe de réorganisation de la chaîne logistique mondiale? Ça n'est pas impossible. Ça fait quand même quelques années que ça a commencé. Je pense que c'est pas complètement anodin, même si c'est probablement... Jusqu'à présent, on n'a pas de confirmation que ce soit une tendance lourde. C'est possible que ce soit transitoire. On attend confirmation. Mais pour l'instant, quand même, toujours de la croissance. Alors, la Chine ne va pas continuer son boom au même rythme qu'elle l'a fait, très clairement. Dernière question qu'on m'a posée, qui est intéressante, pourquoi les marchés ont-ils autant monté alors que l'économie se contractait? Tout simplement parce que les marchés ne reflètent pas ce qui se passe en ce moment. Les marchés sont une machine d'anticipation du futur. Une machine particulièrement complexe parce qu'elle est constituée de millions d'entités qui sont des individus, des banques, des fonds, des États, des associations, des caisses de retraite, etc. Et donc, les marchés sont une machine d'anticipation de l'avenir. Et donc, il n'y a aucune chance qu'ils reflètent à tout moment l'état présent de l'économie. Par contre, il y a toutes les chances pour qu'ils reflètent les anticipations pour l'avenir. Okay, c'est la nature profonde des marchés, c'est ça. On m'a posé quelques questions sur des actions. Le problème Tesla. Le problème Tesla. Est-ce que c'est trop cher, pas trop cher? Est-ce qu'il faut shorter, pas shorter? Moi, je n'ai absolument aucune capacité à comprendre les fondamentaux de la valorisation de Tesla. Ça m'échappe. Pour moi, c'est quand on compare à tout ce qui existe, ça n'a pas de, il n'y a pas de raison fondamentale pour justifier ça. Donc, est-ce que pour autant je vais shorter? Non, certainement pas. Tout simplement parce que le momentum, la volatilité font que j'ai pas envie d'entrer sur quelque chose que je ne comprends fondamentalement pas. Okay, donc je préfère le travailler en comparaison avec d'autres. Par exemple, en paire long short avec NIO. Je préfère le jouer comme ça. Mais seul Tesla, non, c'est pas mon truc. Ou alors il faudrait le travailler uniquement avec des options, mais je vous invite à ne pas faire des choses que vous ne comprendriez pas intégralement. Donc pour moi, le problème Tesla, il est réglé, on n'y touche pas. La plupart des gens ne devraient pas y toucher. À moins de vouloir le garder pendant 10 ans si c'est à l'achat. Mais en tout état de cause, surtout pas shorter Tesla. Si vous shortez Tesla alors que le momentum est toujours tel qu'il est, vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent. En théorie, mon temps est limité. Donc,
Non, ce n'est pas la valeur que je recommande de travailler en l'absence de compréhension fondamentale. Clépierre et les foncières en général. Oui, alors on m'a posé la question sur Clépierre, mais je pense que je vais vous répondre sur les foncières en général. J'ai assisté à des présentations du management d'une demi-douzaine de foncières cotées, en l'occurrence françaises, il n'y a pas très longtemps. Ce que j'en ai retenu, c'est que à l'issue de la période de confinement et de fermeture de beaucoup de centres commerciaux, en France notamment, et ailleurs aussi, euh, beaucoup de foncières étaient dans un processus de réévaluation et de renégociation de leurs baux. Et on parle de milliers de baux. Et donc je doute, enfin je ne sais pas que je doute, j'ai entendu de mes oreilles que ce processus allait prendre beaucoup de temps. Donc en ce qui me concerne, je ne toucherai pas aux foncières tant que les baux ne seront pas remis à plat. Et donc à mon avis, je vois mal comment ça pourrait être fait avant la fin du deuxième ou du troisième trimestre 2021. Puisque évidemment, les baux conditionnent le chiffre d'affaires, et si vous n'avez pas de visibilité sur les baux qui ont été négociés et l'impact que ça a sur le chiffre d'affaires, vous ne savez tout simplement pas où vous en êtes dans votre dans la réalisation du business plan et dans l'avancement de la société. Donc moi, je n'y touche pas pour cette raison-là. Les penny stocks, qu'est-ce que ça peut être pénible? Ça n'est pas parce qu'une action ne vaut pas cher, en valeur absolue, quelques centimes, euh, que c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire. Le prix en valeur absolue d'une entreprise n'a aucun lien avec sa valeur. Vous pouvez avoir pour la même entreprise 1 million d'actions à 1 franc ou 10 millions d'actions à 10 centimes. Ce sera toujours la même entreprise. Donc, j'ai plutôt envie de vous dire de vous poser des questions en termes fondamentaux. Est-ce que j'ai envie d'y aller sur telle ou telle entreprise ou pas? La plupart des penny stocks, donc des entreprises qui cotent moins de 1 euro, 1 dollar, 1 franc, sont plutôt des entreprises qui ont été massacrées par le marché. Euh, et rares sont celles qui émergent de leur statut de penny stocks. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais. Et quand ça arrive, ça peut être très, très profitable. Simplement, je doute très très fortement que vous puissiez établir un système dans ce domaine-là. D'autant plus que la volatilité de ces titres-là est quand même très élevée et souvent vous travaillez avec du levier, donc je vois plus de coûts à prendre que de profits à faire. Ah, la question de Danone. Danone qui a été quand même depuis ces dernières années massacrée largement en raison de la sous-performance endémique de l'entreprise qui pense que, enfin dont les dirigeants ont pensé qu'ils avaient une espèce de mission divine de changement de la société. Le Je vous invite à comparer l'évolution de deux entreprises qui sont Danone et Nestlé. Moi, je ne crois pas que l'écart entre les deux va beaucoup se réduire. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je suis plutôt long Nestlé, short Danone la plupart du temps, même si en ce moment, effectivement, Danone revient un petit peu en grâce sur le marché, notamment parce que le conseil d'administration a fait le ménage dans le management. Euh, je resterai plutôt loin de Danone et je m'intéresserai plutôt à Nestlé si j'avais le choix. Biogène, ah oui, Biogène, magnifique news il y a 9 mois de ça, 10 mois de ça, magnifique news d'essai clinique sur une molécule, un traitement lié à Alzheimer. Est-ce que faut s'y intéresser ou pas? La réponse c'est comme pour toujours avec les biotech. Soit vous allez un tout petit peu en profondeur et le minimum à faire c'est de connaître le calendrier
de la roadmap clinique des entreprises. Et donc pour ça, il faut un tout petit peu éplucher les documents et les communications des sociétés. Soit vous restez en surface, et dans ce cas-là, il vaut mieux en taper un certain nombre en portefeuille pour avoir un portefeuille diversifié. Si c'est juste pour rester en surface, que ce soit Biogène ou un autre, moi j'ai pas d'avis. Quand je m'intéresse à une biotech, j'essaie d'approfondir et ensuite je regarde le timing et si comment dirais-je, si la roadmap clinique m'amène à avoir aucune nouvelle significative avant 2 ou 3 ans, je ne m'intéresse pas à la société. Sur Biogène, c'est possible qu'il y en ait cette année, je crois. Je n'ai pas vérifié. À ma connaissance, oui. Toujours pareil, que ce soit penny stock ou biotech, faut pas imaginer que vous allez faire fortune rapidement. Il faut faire le travail, quelle que soit la volatilité. Après, c'est vrai que c'est une boîte assez qui nécessite de mobiliser pas mal de capital vu le prix de l'action. Donc c'est forcément pour des portefeuilles d'une certaine taille. Je pense que dans sa catégorie, Biogène restait une des plus belles boîtes. Mais si vous voulez en savoir plus, consultez la roadmap clinique. Voilà. Genfit est une entreprise, là encore, biotech que je connais bien, dans la mesure où je l'ai financée il y a plus de 15 ans, à l'époque où la société n'était pas encore cotée. Elle a subi donc pour mémoire, elle est spécialisée dans les maladies métaboliques, donc tout ce qui est lié au diabète, à l'athérosclérose. Elle avait un candidat pour le traitement de la stéatose hépatique non alcoolique, qu'on appelle la maladie du foie gras, la NASH. Ce médicament n'a pas abouti. Elle est donc clairement en pleine, en pleine réflexion stratégique. Tant qu'il n'y a pas un plan clair sur ce qui va se passer, moi je resterai éloigné. Okay, c'est marrant, je suis très prudent, je me rends compte dans les différentes conclusions que je vous donne. Bon, passons aux autres questions. Comment avez-vous vécu le crash de février-mars 2020? Alors, très bien et très mal. Pourquoi? Parce que moi, je gère 2 types de portefeuilles. 2 portefeuilles pour moi, via ma société. Un qui était en capitalisation de dividendes, principalement sur des foncières, et un en long short, donc neutre par rapport au marché. Sur la partie foncière, je me suis pris une énorme claque pour une raison principale. C'est que au début, mes foncières n'étant que peu liées aux conséquences de la pandémie et surtout des confinements, donc à partir du 19 février, ça n'a pas beaucoup bougé, ça a même plutôt bien résisté, excusez-moi, et ça m'a endormi. Et je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus. Ça m'a endormi au point que je n'ai pas ajusté mon portefeuille, je n'ai pas réduit l'exposition, je n'ai pas sorti ce que j'aurais dû sortir. Et je me suis pris une énorme claque, un truc mémorable, un truc phénoménal. Donc en fait, je me suis pas du tout adapté, et donc ça a été l'horreur. A contrario, sur mon portefeuille long short, j'ai eu une performance extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire à 3 chiffres en termes de pourcentage, en l'espace de quelques semaines. Et notamment à partir du moment où il y a eu une explosion de la volatilité, le week-end où il y a eu un problème sur le pétrole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le futur pétrole avait un prix qui était devenu négatif. Et ça avait entraîné toute une série d'opérations de liquidation de position sur à peu près toutes les classes d'actifs, que ce soit obligations d'État, que ce soit même l'or a baissé à ce moment-là. Donc des appels de marge en série qui ont provoqué la vraie grosse spirale du crack, avec des suspensions de cours. Enfin,
on pouvait plus sortir, enfin c'était un cauchemar. Et bien sur mon portefeuille long short, ça a été un bonheur. Parce que celui-là, j'avais bien anticipé dès fin janvier. J'avais fait un portefeuille spécial Covid, dans laquelle il se trouve que j'avais certaines positions qui étaient toujours très compatibles, c'est-à-dire principalement long jeux vidéo. Ma théorie étant, mon analyse étant on entrait dans un nouveau cycle de consoles de jeux et que par conséquent, euh, on allait assister à un cycle de rééquipement assez fort et sur l'ensemble de l'année 2020. Alors, en plus de ça, les confinements ont fait que les jeux vidéo ont vraiment explosé. Et l'autre chose que j'avais en short à ce moment-là, avant d'adapter mon portefeuille au Covid, c'était des shorts sur le tourisme européen, compte tenu de là où on en était dans le cycle économique. Et donc celle-là, ces deux idées-là, je les ai conservées et j'ai ajouté au portefeuille des longs dans le domaine du développement de vaccins. J'ai pris, je crois, 4-5 boîtes différentes. Et des shorts dans l'automobile, parce que notamment Renault, Nissan étaient très présents à Wuhan. Et des shorts dans le domaine des casinos en ligne. Pas des casinos en ligne, des casinos physiques. Alerte déclenchée. Et des croisières. Donc là, j'ai renforcé un peu le terme short. Et donc ça a été un festival phénoménal. Alors je m'en veux, comme vous ne pouvez pas imaginer, d'avoir séparé dans mon cerveau les deux portefeuilles, celui où je me suis adapté et celui où j'ai complètement merdé. Ça m'a servi de leçon. Ça explique aussi pourquoi je suis plutôt prudent aujourd'hui sur les foncières, parce que je n'ai pas repris de foncières en portefeuille. Voilà comment je l'ai vécu, donc partiellement très bien et partiellement extrêmement mal. Bon, ça fait partie de la vie des affaires, n'est-ce pas? Je ne veux pas prendre de risque de perte en capital. Comment faire pour faire des profits en bourse? Si vous ne voulez pas prendre de profit du tout, il ne faut pas faire de bourse. Si vous ne voulez pas prendre de risque du tout, il ne faut pas faire de bourse. Par contre, il faut le définir dès le départ et essayer de s'y tenir. Enfin, pas essayer, s'y tenir. Comme dit Yoda, there's no try. Do it or do it not. Donc le fait de ne prendre aucun risque, ça n'est pas possible. Ce que vous pouvez, c'est mettre en place des couvertures qui vous permettent de réduire votre risque à X% de votre actif. Ça, c'est possible. Et ça fait partie des choses que j'enseigne dans le programme Teens. Je vous invite à pas trop suivre les vidéos gratuites que vous pouvez trouver, parce que la plupart du temps, c'est fait sans connaissance du processus nécessaire pour faire ce type de couverture. Ce sont juste quelques trucs qu'on vous donne, et une couverture, ça n'est pas un truc, c'est une couverture. Ça nécessite de mettre en place des étapes les unes après les autres et de savoir précisément ce qu'on fait. Donc, je vous invite à aller acheter mon programme Teens. Quel capital de départ pour débuter en bourse? On m'a demandé si 100 euros ça suffisait. La blague, ça sert à rien de travailler 100 euros, parce que même si vous faites quelques pourcents sur l'année, ça va vous donner quoi 10 balles à la fin de l'année? Enfin, ça n'a aucun sens. Il vaut mieux travailler des montants significatifs en maîtrisant votre risque, en mettant un capital à risque faible, plutôt que d'avoir un capital ridicule et de prendre un levier complètement débile. Ok? Donc arrêtez avec les quelques centaines ou milliers d'euros, il faut avoir un minimum, quoi. Enfin, un minimum. Avec 1000, franchement, j'essaierai pas non plus. Ça ne sert pas à grand chose. Quel courtier choisir? Celui qui a pignon sur rue, qui est réglementé, régulé par une institution comme l'autorité des marchés financiers, comme la BaFin, comme la SEC, enfin bref, quelque chose qui soit dans un pays pas exotique, et qui soit réglementé dans ce pays pas exotique. Compte démo ou réel? Alors moi, je ne vois pas l'intérêt du compte démo, si ce n'est apprendre à passer effectivement un ordre. Cliquez sur le bouton. Vous ne saurez pas comment vous réagissez tant que vous n'aurez pas
effectivement fait les choses avec de l'argent réel. Par contre, il ne faut pas se mettre à risque. Okay. Comment faire pour démarrer sur le Forex? Mais pourquoi voulez-vous démarrer sur le Forex? Parce qu'il y a des gens qui vous proposent ça? Le Forex, c'est un marché très peu volatile. Donc si vous voulez gagner de l'argent, soit vous gardez longtemps vos positions et vous savez ce que vous faites parce que vous êtes capable de faire l'analyse macroéconomique qui va bien, soit vous jouez au casino. Donc pourquoi voulez-vous démarrer sur le Forex? Démarrer sur des choses que vous comprenez. Qui en plus ont la vertu d'être un peu plus volatiles, donc sur lesquelles vous pouvez avoir vraiment des décalages. Démarrer sur le Forex. Donc, si vous voulez démarrer sur le Forex, il faut apprendre la macroéconomie, être capable d'estimer les forces et faiblesses de zones géographiques intrinsèquement et de zones géographiques et monétaires les unes par rapport aux autres. En gros, la méthode, c'est ça. Ensuite, il faut y appliquer un tout petit peu d'analyse technique, mais la bonne méthode pour démarrer sur le Forex, c'est ça et rien d'autre. Puis-je espérer vivre des marchés financiers en générant du revenu? Oui, vous pouvez espérer, ce n'est pas interdit. Par contre, ce n'est pas la meilleure façon de faire croître votre patrimoine à long terme. Si vous retirez de votre compte, à supposer que vous soyez rentable, si vous retirez de votre compte de bourse, votre compte titre, votre compte de trading, de l'argent régulièrement, alors que vous avez un taux de rendement qui est significatif sur votre compte, vous perdez des opportunités. Donc, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux travailler sur du patrimoine dont vous n'avez pas besoin et avoir des revenus à côté. Ça, c'est l'idéal. Bon, si vous voulez générer du revenu, vous pouvez. Simplement, il faut savoir que régulièrement, vous allez remettre en risque une partie de votre patrimoine. Donc, plutôt que de le faire grossir en maîtrisant votre risque, vous allez toujours avoir un risque important. Parce que vous retirez de l'argent. Donc je ne sais pas dans quelle mesure vous n'avez pas d'autres alternatives. En tout cas, c'est pas quelque chose que je recommande comme un objectif de vie. Je pense qu'on a tous plus intérêt à avoir un revenu par ailleurs et gérer notre patrimoine en bourse. Je connais des gens qui y arrivent, mais c'est quand même pas simple compte tenu de la pression que ça vous met. Voilà. Dois-je apprendre l'analyse technique? Moi, je viens d'un monde où seul existe l'analyse fondamentale, c'est-à-dire le non-coté, par définition. Je pense que l'analyse technique, malgré tout, est quelque chose d'extrêmement utile pour trouver un timing correct pour nos opérations en bourse. Et parce que, pour une raison très simple de psychologie des foules, si vous avez une part non négligeable des opérateurs qui voient un schéma, il y a de grandes chances que une des deux options, l'alternative que eux voient dans ce schéma se réalise. Parce que c'est un peu de la prémonition qui s'autoréalise, autoréalisatrice si vous voulez. Donc l'analyse technique, elle a ça comme vertu, c'est qu'elle vous permet de déjouer un certain nombre de pièges. J'ai un chapitre relativement conséquent de la formation Teens, à peu près un cinquième, un quart, sur la question de l'analyse technique. Puis-je me passer d'analyse fondamentale? Oui, bien sûr, mais vous pouvez aussi aller au casino, c'est pareil. Non, quand on est sur les marchés, on a besoin d'augmenter les probabilités. Augmenter les probabilités, ça passe par faire de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. Augmenter les probabilités, ça veut dire aussi savoir où on va et savoir où on regarde. Parce que sans analyse fondamentale, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il faut regarder, à quel endroit et où. Il y a 40 000 sociétés cotées à peu près dans le monde. N'imaginez pas que c'est un screener automatique de marché qui va vous dire où il faut regarder. Non, il ne vous dira pas où regarder. Et à supposer que ce soit le cas, vous aurez trop de réponses pour pouvoir les analyser. Donc l'analyse fondamentale, c'est d'abord utile pour
engendrer des idées pertinentes et de qualité. Et c'est là-dessus qu'on gagne le plus d'argent, c'est pas sur l'analyse technique. L'analyse technique vous empêche d'en parler. Elle est utile à la marge. Okay, combien de temps pour se former sérieusement? Je dirais que le processus Teams, il va vous prendre 3 mois, raison de quelques heures par semaine. Ensuite, c'est une question de pratique. Pour passer de l'incompétence inconsciente, hein, c'est dans la hiérarchie des compétences, c'est ça. Au début, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Ensuite, au fur et à mesure que vous apprenez les rudiments, vous vous rendez compte de ce que vous ne savez pas. Ensuite, vous apprenez effectivement des compétences et vous devenez consciemment compétent. Là, votre analyse devient juste et profitable. Et avec la pratique, vous allez devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire que ça va devenir une seconde nature. Donc, pour arriver à l'étape consciemment compétent, il faut entre quelques mois et 1 ou 2 ans. Ça dépend du temps que vous y passez. Et pour devenir inconsciemment compétent, alors là, ça prend des années. Voilà, pour aller plus loin, je vous invite à aller faire un petit tour sur notre site web, teens.io. Vous y apprendrez plein de choses sur le processus, sur le mentorat que je fais en one-to-one avec quelques élèves. Et pour me contacter par email, c'est contact@teens.io. Voilà, je fais quelques ateliers prochainement. L'analyse technique pour les débutants sera le premier. Merci beaucoup de votre attention. J'ai essayé de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas à en poser d'autres sur contact@teens.io. Il y aura d'autres épisodes, d'autres sessions de cette cellule de crise. Merci, à très bientôt. Ciao.